Donc merci à tous d'être venus ce soir. C'est agréable. On fait quelques amis pour achever cette journée. On a été aujourd'hui à la fois sur le plateau de la prison. On a commencé à Arnay ce matin et l'après-midi dans les Baronnies, accompagné de Henri Forgue qui est là, par là, va nous rejoindre. Et de débordé, Henri, comme d'habitude. Donc nous continuons notre tournée systématique de toutes les communes de la circonscription, c'est pour nous essentiel. Vous savez qu'il y en a 289 et que nous sommes les seuls à le faire. Mais pour nous c'est essentiel parce que d'abord il y a le geste vis-à-vis des citoyens, qui ne soit pas en situation de dire mais qui c'est ceux-là, ils se présentent à nous, ils ne sont même pas venus nous voir. Donc il y a le geste de courtoisie quoi, à l'égard des citoyens, des électeurs, des concitoyens. Il y a aussi le fait qu'on veut, en allant dans les mairies, reconnaître l'échelon communal comme la cellule de base de la démocratie et de la République. Donc c'est pour nous très essentiel d'aller saluer les maires dans leur mairie. Alors, ce faisant, discutant avec eux de reconnaître cette priorité aux communes rurales. Je suis, moi, un défenseur acharné des communes rurales, des petites communes rurales. Je développe la thèse, on pourra parler, mais que Henri Forgue et Joël, pour bien, n'en parlons pas de mon cher ami André, qui le sait aussi, que l'intercommunalité est la condition de la survie des petites communes. C'est parce qu'on mutualise dans des communautés de communes tout ce qui est trop lourd pour les petites communes que celles-ci pourront continuer à vivre et à développer et à investir. Henri Forgue à Moher ou Joël à Tillous vous diront qu'ils n'ont jamais tant investi dans leur commune que depuis que les communautés de communes existent, parce que alors, les communes sont débarrassées de choses qui étaient très lourdes pour elles et elles peuvent se consacrer à l'essentiel qui est, j'allais dire, la proximité, la vie, la démocratie, la solidarité, l'embellissement des villages. Donc c'est une occasion pour nous de le dire dans toutes les rencontres que nous avons. J'ajoute que toutes ces rencontres sont très diverses, c'est-à-dire, une fois il y a un maire tout seul, quand il est tôt le matin, ou un maire avec une adjointe, ou deux, ou trois, et puis ça se transforme parfois en petites réunions publiques, il y a 10, 11, 12. Tout à l'heure c'était à Espiaille, il y avait 13-14 personnes. L'autre jour dans le Magnifique, c'était à Sizos, moins de 100 habitants, il y avait 25 personnes. Ah, c'est le lot des cafés citoyens, les discours sont interrompus par une question centrale, c'est pour qui le panaché, voilà. Personne n'a commencé de panacher. Pardon, moi j'en avais demandé un. Ah, non, c'est celui-là. Le galopé, alors. Et ben voilà, oui, galopé. Alors, ça, Si. le galopin, c'est là-bas. Ça va? Et donc, dans ces réunions, nous avons des échanges qui sont très variés. Il y a des gens qui posent des questions beaucoup sur l'intercommunalité, sur le haut débit, sur des choses. Et puis beaucoup de questions très politiques de gens qui s'intéressent à la vie politique nationale. Il y en a beaucoup de citoyens qui cherchent à éclaircir les points politiques nationaux. Et c'est vraiment pour nous un plaisir d'aller répondre à ce besoin et cette envie de débat qui existe chez nos concitoyens. Donc je veux juste vous redire ma conviction, à quelques jours du scrutin. Premièrement, nous avons, Joël et moi, comme André, comme Henri, comme beaucoup qui sont ici, nous avons soutenu Emmanuel Macron, certains dès le premier tour, d'autres au deuxième tour, contre Madame Le Pen. Nous l'avons fait avec beaucoup d'enthousiasme et de force. Moi-même, j'ai fait, comme j'avais commencé cette tournée des mairies avant l'élection présidentielle, j'ai fait 60 réunions dans les mairies où j'ai appelé à voter Macron. Je crois qu'aucun militant d'En Marche n'en a fait autant, il en a même fait le 10e. Je me suis réjoui de son élection. Et maintenant, je vais plus loin. Il est élu, ce jeune président. Je suis convaincu qu'il faut que le pays, dans les 5 ans qui viennent, réussissent et franchissent des étapes majeures face aux grands risques qui sont devant nous. Les grands risques, c'est quoi? C'est d'abord le terrorisme, dont vous voyez bien qu'il est encore très présent autour de nous. C'est un des sujets sur lesquels je suis le moins sévère avec le quinquennat de Hollande. Je pense qu'ils ont assez bien géré ça. En matière de forces de police, de sécurité, de défense, en matière de renseignement, ils ont reconstruit des tas de choses qui avaient été démolies par Sarkozy, qui est le donneur de leçons.
Mais enfin, ce combat contre le terrorisme, il est loin d'être achevé et gagné. Il faut poursuivre cet effort. Et donc, c'est un énorme risque qui demande qu'on aide le président à réussir ça. Même chose sur le terrain social avec le chômage de masse. Le chômage de masse, c'est un autre risque pour la société française. Si on l'a entendu, les cris de colère et même de révolte qui se sont exprimés pendant la campagne présidentielle et au moment du vote, les votes Mélenchon, les votes Le Pen, ils expriment cette misère et cette colère, voire même cette révolte sociale. Si on ne change pas les choses radicalement dans les 5 ans qui viennent, si on ne donne pas du dynamisme à l'économie, si on n'a pas de la justice sociale au rendez-vous, on risque beaucoup de très grands risques sur le plan de la cohésion sociale du pays. Et donc, pour ce risque-là aussi, il faut absolument que le quinquennat soit une réussite. Le troisième risque, c'est le risque européen. Il est loin, mais l'Europe est en train d'exploser elle-même. Elle est tiraillée, elle est inefficace, elle est bureaucratique. Les Français, les citoyens ne croient plus en elle. On a connu le Brexit. Si on faisait un référendum sur l'appartenance à l'Europe dans tous les pays d'Europe, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas un paquet de pays qui devraient en sortir. Donc là, il y a un risque majeur d'explosion de l'Europe. Et s'il y a dans le quinquennat qui vient, là aussi, il n'y a pas une réorientation de l'Europe majeure, ça risque d'avoir des conséquences très très douloureuses pour la France et pour les Français. Et puis le dernier risque que je vois, mais qui est j'allais dire le seul de tous les autres, c'est que cette Madame Le Pen qui a pris une raclée aux élections au deuxième tour, elle a fait 33 ou 34%, mais enfin elle a fait 11 millions de voix. Et 11 millions de voix, c'est le double de ce que faisait son père il y a 15 ans, ça veut dire que le flot monte. Et ça veut dire que si sur les autres risques, il n'y a pas des changements majeurs, il n'y a pas des réussites, ça veut dire que ce flot nous submergera. Si les Français n'ont pas conscience que les choses changent dans le bon sens pour eux, alors le vote Le Pen continuera à monter et finira par l'emporter. Donc là, il y a un risque politique qui est le dernier. Donc nous souhaitons que ce quinquennat soit un quinquennat positif et soit une réussite pour les Français. Alors vous souhaitez, donc vous soutenez Macron. Oui, je soutiens Macron parce qu'il est le chef de l'État, qu'il est le président de la République, et que je souhaite qu'il réussisse. Pas pour lui, je le dis en plaisantant, ce garçon a 39 ans, il a déjà réussi tellement de choses dans sa vie, qu'il n'est pas une réussite près, mais je souhaite que la France réussisse. Que la France réussisse. C'est ça que je souhaite profondément. Et donc si on veut le réussir, il faut rejeter l'idée de s'opposer, et encore plus de s'opposer systématiquement. Les gens qui, à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, disent rentrons dans l'opposition confortable, et puis à chaque petit échec du nouveau président, on engrangera des soutiens, font un pari, à mon avis, néfaste pour le pays. Donc il y a des gens qui veulent s'opposer. Et puis il y a des gens qui, à droite comme à gauche, ont entendu le message de Macron, qui est de dire la droite et la gauche ont échoué, maintenant il faut essayer autre chose, et cette autre chose, c'est de travailler ensemble. Et moi je m'inscris dans cette logique-là. Ce message a été très bien perçu par l'opinion. On a entendu tout au long de la campagne, genre vous allez l'aider, il faut vous dire maintenant, il y en a marre de vos bisbilles, de vos divisions, de vos chamailleries, etc. Il faut que ça marche, il faut que vous travaillez ensemble pour marcher, pour réussir. Donc je m'inscris dans cette logique-là. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans la majorité présidentielle. Alors je sais bien, ça ne plaît pas à certains qu'on dise qu'on est à la majorité présidentielle. Ça ne plaît pas à gauche, ça plaît à droite, mais bon. À partir du moment où vous avez voté pour quelqu'un, fait voter pour lui, réjoui de son élection, que vous souhaitez sa réussite, et que vous décidez à l'aider, si ça définit pas une appartenance à la majorité présidentielle, je veux savoir ce que ça veut dire que la majorité présidentielle. Donc je suis dans la majorité présidentielle. Mais nous n'avons pas l'estampille En Marche. Personne n'est parfait. Pourquoi nous ne l'avons pas? C'est le même cas pour Jeannine Dubié dans la circonscription voisine. Il y a ici des radicaux qui peuvent en témoigner. Parce qu'on nous a demandé, à Jeannine Dubié comme à moi, au fond de renier nos appartenances à nos partis anciens. Moi, je suis socialiste soutenu par les radicaux. Jeannine, elle est radicale soutenue par les socialistes. Nous faisons partie de la même équipe, dont André, radical, ou Joël, qui n'est apparenté socialiste, mais nous faisons partie de la même équipe au niveau départemental. Elle est le centre-gauche de gauche, depuis toujours. Et nous n'allions pas du jour au lendemain abdiquer nos parcours. Si j'avais dit le dimanche Macron est élu, et le lundi matin je change de maillot, si j'avais dit je ne suis plus socialiste, je suis En Marche, je pense que tout le monde m'aurait soit rionné, soit m'aurait traité d'opportuniste en disant que
je suis prêt à n'importe quoi pour me faire élire. Donc je n'ai pas voulu, j'aurais perdu toute crédibilité, et donc j'assume. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous demandons, nous disons, nous voulons soutenir loyalement le président de la République, mais en restant nous-mêmes. En restant nous-mêmes des hommes et des femmes de gauche avec nos convictions, avec notre histoire, et en particulier avec notre attachement à la justice sociale, à la lutte contre les inégalités et au progrès social en général. Nous pensons que le progrès économique et le progrès social vont de pair, et qu'il faudra sûrement veiller à ce que le progrès social ne soit pas oublié dans les années qui viennent. Et donc c'est pour ça que quand Macron dit faisons travailler des gens de gauche et de droite ensemble, il le fait au gouvernement, reconnaissons qu'il a tenu son engagement, il a mis au gouvernement des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre et des gens de la société civile, un Premier ministre qui s'assume comme homme de droite, il arrive à Matignon et dit « je suis un homme de droite », des ministres importants, des amis à moi comme Gérard Collomb ou Jean-Yves Le Drian, qui sont des ministres authentiquement de gauche, eh bien au Parlement ça sera pareil, il y aura des gens de droite et des gens de gauche. Et donc il ne faut pas être choqué que dans la majorité présidentielle, il y ait deux candidats, un présenté par La Marche parce qu'on n'a pas voulu de cette étiquette-là, et donc ils ont présenté quelqu'un de droite qui a l'étiquette En Marche, et un autre candidat à la majorité présidentielle qui est de gauche. Et donc la question qui est posée aux citoyens qui veulent soutenir Macron, c'est est-ce que vous voulez peser à droite avec le maire de Bagnères ou à gauche avec notre candidature? Est-ce que vous voulez que la circonscription soit représentée par un député de droite ou de gauche? Est-ce que vous voulez que ce soit plutôt le conservatisme et une certaine forme de démocratie chrétienne qui soit élu, ou bien est-ce que vous voulez qu'un républicain laïque et progressiste soit élu? Ça reste des éléments constitutifs de notre paysage politique. Et donc, voilà aussi le choix, le deuxième choix qui sera présenté aux électeurs. Et puis le troisième critère, c'est, au fond, quel type de démocratie on veut dans notre pays. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un parti unique, hégémonique, un peu le doigt sur la couture du pantalon? J'entendais mon concurrent, le maire de Bagnères, dire je voterai, dans un débat que nous avons fait ensemble sur FR3, mais qui n'a pas été diffusé à la télé, mais seulement sur le net, je voterai tout ce que proposera Macron. Même Mitterrand, moi même Jospin, qui étaient des hommes d'État pour qui j'avais une immense admiration, il m'est arrivé de dire des désaccords. Donc je veux dire, est-ce qu'on est des godillots, le doigt sur la couture du pantalon, ou est-ce que la liberté que nous avons, nous voulons l'assumer, c'est-à-dire on doit être loyaux? Évidemment, moi je le dis, je ne suis pas frondeur, je ne serai jamais, je n'aime pas les croche-pattes ou les coups de poignard dans le dos, je serai loyal, mais je veux avoir le droit de dire des choses au nom de mes convictions, de rentrer dans une logique d'échange démocratique, de débat. À chaque fois qu'il y a une proposition, je prends des exemples pour me faire comprendre. Il y a dans le programme de Macron la volonté d'alléger l'impôt sur les grandes fortunes. Moi je dis attention, je voudrais dire attention, il n'y a pas d'urgence sur le sujet. Compte tenu de la situation sociale du pays qui est socialement très tendue, alléger l'impôt sur les grandes fortunes, ça serait un signal à l'égard des plus riches qui risque d'être perçu comme une provocation. Si la France retrouve 3% de croissance, que l'investissement productif redémarre, que le chômage chute, là on peut réfléchir à un allègement d'un impôt sur les grandes fortunes dans le cadre d'un soutien à l'investissement, pourquoi pas, mais là, commencer par ça, ça me paraît choquant. Il veut réformer le code du travail. Il paraît qu'on en sait un peu plus. Ce soir, je n'ai pas encore eu le temps de lire les journaux, mais on a suffisamment d'expérience avec la loi El Khomri sur la réforme du Code du travail pour dire attention, si vous n'avez pas d'abord et avant tout un accord avec les organisations syndicales, attention, sans cet accord, vous allez droit dans la rue. Vous voulez faire les ordonnances? Attention, on l'a fait au 49.3 nous, ça a déjà été vécu comme brutal, mais les ordonnances c'est plus brutal que le 49.3. Attention que la société ne réagisse pas mal. Le conseil, c'est aussi ça. Vous voulez augmenter la CSG sur les retraites? Attention, sur les grosses retraites, pourquoi pas? Vous avez une petite retraite, ça me paraît une imputation de pouvoir d'achat qui peut être très mal perçue et pas opportune. Et alors on me dit, mais alors vous vous opposerez ou pas? Non, je veux rentrer dans une logique d'échange, d'amendement, de compromis. Voilà, sans exclure ni que je vote pour, ni si c'est suffisamment amendé,
amendé, ni que je vote contre si c'est pas du tout amendé dans le sens que je souhaite, mais avec la loyauté du débat, avec la loyauté de l'échange, à la loyauté de la recherche du compromis, de bonne volonté. Voilà, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là que la France a plutôt besoin d'une majorité qui soit plurielle, diverse, voire même de coalition, que d'un bloc uniforme, monolithique, godillot et le doigt sur la couteau du pantalon. Je pense qu'il y a un certain danger pour la démocratie que ça évolue comme ça. Comme je le dis, il faut aussi qu'il y ait dans cette majorité de demain de la liberté, de l'échange, de la démocratie, parce que c'est comme ça qu'on fait les meilleurs compromis. Voilà, vous avez compris que dans la situation politique particulière où nous nous trouvons, nous voulons et demeurons des hommes et des femmes de gauche ancrés dans nos convictions, qui ne renions rien du tout de nos engagements pour la justice sociale, la lutte contre les inégalités, pour le progrès social et la défense des libertés, mais que nous voulons être constructifs, aider ce nouveau président à réussir, parce que les Français le souhaitent, parce qu'ils nous le demandent, parce qu'ils nous en font presque l'injonction, et que notre devoir, c'est d'écouter le peuple quand ils nous disent aussi des choses aussi claires que ça, en restant fidèles à nos convictions. Voilà. Donc voilà quelques propos, comme ça, lancés pour vous. Joël va ajouter quelques mots, et après, si vous voulez, on aura des échanges. Joël, à toi. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir, dans cette soirée presque orageuse. Donc juste pour vous dire que j'ai fait partie de ceux qui, très nombreux, ont dit à Jean qu'il fallait qu'il soit lui qui reparte sur cette circonscription, parce qu'il nous semblait, il y a quelques mois déjà, que la situation allait être difficile pour ces élections, et on ne prévoyait pas encore quelle serait la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il nous a semblé que vraiment c'était lui qui pouvait ramener de nouveau de l'espoir chez les gens et apporter au niveau de l'Assemblée nationale tout ce qu'il a apporté jusqu'à présent. Alors quand il m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure, ce n'était pas le moment de se défiler. J'ai été très honorée, j'essaie depuis d'être à la hauteur, mais déjà au niveau de cette campagne, j'apprends beaucoup, et en particulier tout ce qui remonte du terrain, mais aussi tout ce que Jean est capable d'expliquer sur ce qui s'est passé sur cette législature, sur ce quinquennat, et tout ce qu'il apporte comme réponse aux nombreuses questions que nous avons tous les jours dans diverses communes. Alors c'est sûr que, comme il disait, nous n'avons pas l'estampille, mais plus que l'estampille, en ce qui le concerne, c'est toute l'expérience qu'il a, tout le réseau qu'il a au niveau des sphères parisiennes, qui font que de nombreux problèmes au niveau du département se résolvent, ou du moins se détendent un petit peu. Et évidemment, vous tous, et en particulier les élus, vous savez combien il peut apporter à ce département. Et combien son expérience est importante et riche pour nous. Dans tous les métiers, dans toutes les missions, dans toutes les fonctions, la compétence et l'expérience, pour moi, sont vraiment très importantes. Je l'ai vu au niveau du département avec André. Quand je suis arrivée, c'est sûr que je me suis beaucoup appuyée sur ce que lui savait de la maison département, et ça a été vraiment très facilitateur pour moi. Donc je me dis que pour cette législature qui arrive, eh bien, l'expérience de Jean doit servir pour rester vigilant, comme il l'a exposé tout à l'heure, non pas pour s'opposer, mais pour être constructif. Et ce côté constructif, intelligence collective pour l'intérêt collectif, pour ma part et pour sa part et pour la part de beaucoup ici, c'est ce que nous avons l'habitude de pratiquer, tant dans nos communes que nos communautés, ou encore au département où j'ai pu voir ça grandeur XL. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'engage à ses côtés, et que devant vous, je m'engage aussi à être une sentinelle très vigilante, et aussi à continuer à faire remonter tout ce qui se passe auprès de lui, dans ce canton de la vallée de la Rosse et des Baïses, en particulier, puisqu'on est ici à Tournai aujourd'hui, mais aussi sur toute la circonscription. Voilà, donc je tenais à vous dire ces quelques mots par rapport à cet engagement et à tout ce qu'il peut apporter et continue à l'apporter sur les 5 ans à venir. Voilà. Bien.